la recherche sur les perturbateurs endocriniens, effectivement, c'est une grande aventure qui s'étale depuis au moins 20 ou 30 ans et qui résulte de travaux dans de nombreuses disciplines. Et c'était d'abord des signaux isolés, et puis progressivement, on a commencé à assembler les pièces de ce puzzle. Donc il y en a plusieurs de signaux. Il y a des signaux chez l'animal, et notamment dans la faune sauvage, où on a eu des alertes concernant la diminution de la taille de certaines espèces, des espèces plutôt en haut de la chaîne alimentaire, des problèmes concernant notamment des faucons ou l'aigle royal, dont on s'est rendu compte que c'était lié à une diminution de l'épaisseur de leur coquille, ce qui empêchait les petits de survivre. Et cet effet a été attribué à l'insecticide DDT. Il y a eu d'autres problèmes, notamment chez des alligators qui avaient eu des problèmes de fertilité en lien avec une substance organochlorée. Chez l'humain, il y a eu plusieurs signaux, mais un qui est très important, c'est le drame du distilbène, du déthylstilbestrol ou le DES, qui est cette substance qu'on a donnée aux femmes enceintes à partir des années 50 en considérant que c'était un médicament qui pouvait diminuer le risque de fausse couche et dont on s'était rendu compte qu'il était non seulement absolument inefficace, mais qu'en plus, il augmentait le risque de survenue de certaines pathologies, notamment des cancers gynécologiques, normalement très rares, notamment chez les jeunes filles, 15 à 20 ans après une exposition intra-utérine à la substance. Et puis, on a d'autres inquiétudes liées notamment à une détérioration possible de la fertilité masculine et des connaissances aussi plus fondamentales sur l'interaction de nombreuses molécules avec notre système endocrinien et notamment les récepteurs qui sont à la surface du noyau des cellules et qui servent au système hormonal à transmettre ces messages entre différents organes. Et donc, tout cela a fini par former un corpus cohérent qui est ce corpus de recherche sur les perturbateurs endocriniens. Alors effectivement, la France fait partie des pays qui prennent au sérieux la question des perturbateurs endocriniens. Le symbole de ça, c'est l'interdiction du bisphénol A dans toutes les substances en contact avec les aliments, d'abord pour les enfants et puis maintenant très bientôt pour l'ensemble de la population adulte. Et effectivement, c'est une mesure qui, à l'heure actuelle, est assez unique au niveau international. On peut aussi rappeler qu'il y a bien plus longtemps, la France avait aussi été à la pointe de la réglementation en étant parmi les premiers pays à interdire le tributylétain dans les peintures de revêtement de coques des bateaux, tributylétain dont on s'était rendu compte qu'il altérait la santé de mollusques sur les côtes atlantiques. Et c'est une décision sur laquelle ensuite la communauté internationale nous a suivis. Donc effectivement, dans certains domaines et pour certains perturbateurs endocriniens, la France est vraiment à la pointe et je crois qu'aussi au niveau européen, elle fait partie des pays qui poussent à ce que la réglementation évolue. Effectivement, depuis 2010 en France et 2011 en Europe, on a interdit le bisphénol A dans les biberons. Et maintenant, en France, on l'interdit dans l'ensemble des substances en contact avec les aliments. C'est une mesure qui est plus cohérente que la simple interdiction du bisphénol A dans les biberons parce que l'exposition du nouveau-né, elle n'a pas lieu uniquement par les biberons. D'ailleurs, cette exposition, elle commence dans la vie intra-utérine via notamment l'alimentation de sa maman. Donc interdire le bisphénol A dans les biberons sans toucher au bisphénol A qui est présent dans l'alimentation de la population adulte, si on veut vraiment protéger les fœtus, c'était une décision limitée, parcellaire et pas très cohérente. Donc là, il y a une cohérence. Savoir si c'est quelque chose qui est complètement justifié, s'il y avait d'autres mesures qui étaient possibles. Ce n'est pas facile pour le scientifique que je suis de se prononcer. C'est un petit peu à la société aussi de faire ses arbitrages. Ce qui est sûr, c'est que la science est claire concernant les dangers du bisphénol A. Ces dangers, ils ont été mis en évidence par de nombreuses études chez l'animal. Ils concernent des anomalies du développement, des malformations congénitales, des troubles de la prise de poids, des problèmes de fertilité, peut-être aussi la survenue de cancers mammaires. Donc tout ça est bien mis en évidence chez l'animal. Et par ailleurs, on sait que l'exposition humaine, à l'heure actuelle,
avant l'interdiction de la substance dans les contenants alimentaires, elle est très fréquente en population générale, que ce soit chez les adultes, les femmes enceintes et les enfants. C'est le cas en France et c'est le cas dans de nombreux pays européens et en Amérique. Donc il y a beaucoup d'éléments qui justifient de s'inquiéter sur le bisphénol A. D'autres éléments aussi qui sont le fait que pour certains effets, la relation dose-réponse n'est pas ce qu'on appelle linéaire, et ça correspond plutôt à une relation qui peut être en U inversée, c'est-à-dire qu'il y a des effets qui ne sont pas visibles à des doses apparemment faibles et qui apparaîtraient à des doses encore plus faibles. Donc ça nous dit qu'une réglementation sur la base d'une dose limite, en dessous de laquelle on pense qu'il n'y a pas d'effet, est probablement pas très pertinente pour une substance comme le bisphénol A, pour laquelle la relation dose-réponse avec certains effets sanitaires est peut-être pas aussi simple qu'une droite, ou une droite et puis ensuite une zone où il n'y a plus du tout d'effet et un seuil un petit peu magique en dessous duquel le bisphénol A serait sans effet. Donc effectivement, l'approche de la toxicologie réglementaire qui traditionnellement a tendance à tester une dose forte, à avoir un effet, à diviser la dose par 10, à se demander s'il y a toujours un effet, à continuer à diminuer les doses jusqu'à arriver à un niveau où apparemment il n'y a plus d'effet, puis à considérer que si on expose les humains, pour prendre en compte la sensibilité différente des humains par rapport à l'animal chez lequel on a fait le test, sont peut-être un peu plus sensibles. Donc on va diviser cette dose sans effet chez l'animal par 100 ou par 1000 et considérer que c'est la dose qu'on peut tolérer chez l'humain. Eh bien, cette approche qui fait l'hypothèse qu'il y a une relation monotone et qu'en plus il y a une dose sans effet, elle est probablement un petit peu simpliste et il est probable qu'elle soit mise en défaut pour certaines substances et peut-être même pour beaucoup de substances. Pour le moment, on a des éléments pour un certain nombre de substances, et c'est bien connu d'ailleurs quand on s'intéresse aux carcinogènes, une substance comme le benzène, il n'y a pas de dose sans effet, c'est aussi bien connu pour les polluants de l'air, et il est probable que beaucoup de perturbateurs endocriniens, comme des métaux lourds, les PCB, le bisphénol A, aient aussi ce type de comportement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dose réellement sans effet pour toute la population. Donc tout ça met effectivement les habitudes des toxicologistes réglementaires, entre guillemets, ceux qui sont habitués à travailler selon les prescriptions qui ont été discutées à la fois avec l'industrie et les scientifiques au cours des dernières décennies, en défaut. Et à cela s'ajoute le problème des cocktails, c'est-à-dire des effets de substances qui ne seraient pas les mêmes quand on considère la substance seule ou quand on la mélange à une autre substance avec laquelle il pourrait y avoir une synergie. Donc relation dose-réponse non monotone et effet cocktail, sans parler de la multiplicité d'effets cliniques possibles de certains perturbateurs endocriniens, parce que le système hormonal est impliqué dans un grand nombre de fonctions de l'organisme. Tout ça constitue des vrais défis pour la recherche et pour la réglementation de ces substances. Il y a beaucoup de réglementations déjà sur les perturbateurs endocriniens parce qu'il faut rappeler qu'on a des substances connues depuis longtemps qui sont des perturbateurs endocriniens et notamment beaucoup de polluants organiques persistants comme les polychlorobiphényles, les PCB, qui étaient utilisés pour isoler les transformateurs auparavant, des composés perfluorés, des insecticides comme le DDT. Tout cela sont des perturbateurs endocriniens et la plupart d'entre eux sont interdits, notamment par la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Ça ne veut pas dire que le problème est réglé parce que comme ils sont persistants, ils sont toujours présents dans notre environnement, ils sont toujours présents dans notre organisme, donc ils continuent à avoir un impact sur notre santé aujourd'hui. Donc il y a ce premier groupe de perturbateurs endocriniens qui sont, pour lesquels on a des mesures d'interdiction. Pour d'autres perturbateurs endocriniens, on a des interdictions partielles. C'est le cas du bisphénol A avec l'interdiction dans les contenants alimentaires, ce qui risque de réduire très fortement l'exposition parce qu'à l'heure actuelle, on pense que vraiment l'alimentation est la voie d'exposition principale. Certains phtalates sont aussi interdits, par exemple, dans les jouets pour enfants.
Et pour d'autres substances, on a une logique de seuil maximum ou de dose journalière autorisée. Et c'est le cas pour de nombreux phtalates, c'est le cas pour le bisphénol A dans les autres pays que la France. Et là, effectivement, toute la question se pose de savoir si cette logique de dose journalière autorisée, qui fait l'hypothèse qu'il y a une dose sans risque pour la population, est vraiment justifiée. Et donc, il y a beaucoup de questions qui sont posées dans la littérature, et notamment sur des substances comme les phtalates, comme les retardateurs de flamme polybromés, même comme le plomb, qui n'est pas complètement interdit, et pour lesquels on aurait des effets en dessous des seuils réglementaires actuels. Donc tout ça sont des substances pour lesquelles ce serait important de réfléchir activement du point de vue de la réglementation. Moi, en tant que scientifique, je dirais, ce n'est pas à moi de me prononcer, on est là pour apporter des connaissances, synthétiser ce qu'on sait, et après, c'est à la société, aux politiques, de faire la balance entre les bénéfices pour la société éventuellement de ces substances et l'impact sanitaire qui, dans bien des cas, n'est pas prouvé, mais suspecté sur la base de travaux chez l'animal. On est passé maintenant à des pesticides qui sont moins persistants. Ça va être par exemple les pesticides, les organophosphates et d'autres familles de pesticides. Et il est clair que sur la base de travaux de toxicologie et aussi d'épidémiologie, on a des signaux qui nous indiquent que, au niveau d'exposition actuelle, certains de ces pesticides ont un impact sur notre santé. Et l'exposition, effectivement, elle se fait par notre alimentation, elle peut aussi se faire par l'air si on vit à proximité d'exploitations agricoles, ou aussi par l'eau de boissons et d'autres activités de la vie de tous les jours. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on a, pour beaucoup de substances, on a des signaux chez l'animal qui disent qu'il y a un effet possible sur la santé. Et on manque beaucoup de données sur les niveaux d'exposition chez l'humain et sur l'amplitude de l'effet chez l'humain. Si on avait toutes ces données, on pourrait faire ce qu'on appelle de l'impact sanitaire et hiérarchiser les substances et dire tel pesticide, c'est tant de cas de maladie chaque année, tel autre pesticide, c'est un peu plus ou un peu moins, et comme ça, faire une hiérarchie. Donc, moi, à l'heure actuelle, ce n'est pas facile de les prioriser comme ça. C'est le travail d'experts scientifiques qui, en tout cas, réfléchissent substance par substance à la pertinence de la réglementation. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a de nombreuses familles de pesticides pour lesquelles il y a des effets sanitaires et un questionnement sur le niveau de protection apporté par la réglementation actuelle et sa remise en cause éventuelle, les néocotinoïdes, la famille des pyréthroïdes, certains pesticides organophosphorés. Il y a de nombreuses familles pour lesquelles on a des questions en France et au niveau international. Les Américains ont ouvert la voie quand ils ont interdit le plomb dans l'essence. Bon, c'est eux qui l'avaient inventé. On a trouvé des alternatives au plomb dans l'essence. On a interdit les PCB et l'activité industrielle, économique, ne s'est pas arrêtée pour autant. Donc, quand il y a des bonnes raisons d'interdire une substance, mon impression quand je regarde le passé, c'est que des solutions de remplacement ont été trouvées rapidement. Et donc voilà, on peut espérer qu'il en sera de même pour les substances actuelles qui sont sur la sellette et pour lesquelles il y aura peut-être une interdiction prochainement. Ce qui est nouveau, c'est que si on regarde aujourd'hui l'organisme de nos sociétés, on va y trouver des milliers de substances chimiques qui sont d'origine exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur de l'organisme, dont une bonne partie sont des produits de l'activité humaine et qui n'étaient pas dans l'organisme de nos ancêtres, je dirais, il y a une centaine d'années. On a probablement un peu moins de virus et d'agents infectieux, mais un nombre beaucoup plus important de substances chimiques. Donc là, il y a très clairement une imprégnation de notre organisme à toutes ces substances. Et pour certaines de ces substances, on sait ou on suspecte qu'elles ont un effet sanitaire. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. C'est quelque chose qui est perturbant parce qu'on ne le contrôle pas. On n'est pas face à une substance comme
le tabagisme, où aujourd'hui la réglementation fait que si on ne veut pas être en présence d'un fumeur, on a tous les moyens de l'éviter dans son lieu de travail, dans son lieu de vie au quotidien. Pour beaucoup de ces substances, on ne sait pas qu'on y est exposé. On ne le saurait pas d'ailleurs si les biochimistes n'avaient pas développé des outils pour les doser dans notre sang, dans nos urines. On ne sait pas vraiment où elles sont présentes dans notre environnement parce qu'il faut admettre qu'il y a très peu d'informations sur tous les produits de consommation ou sur notre alimentation du point de vue de leur contamination par ces substances chimiques, mis à part certaines substances comme les additifs alimentaires, par exemple, pour lesquels il y a des obligations d'information. Et en plus, dans le cas où on est par exemple une femme enceinte, on va, si on souhaite allaiter son enfant, ce qui est naturel et ce qui est bénéfique pour sa santé, transmettre involontairement une partie de ces expositions à son nouveau-né qui va naître avec dans son organisme déjà de nombreuses substances chimiques dont certaines ont probablement et même certainement un impact sur notre santé. Donc avant que des modifications de notre mode de vie ou des facteurs qui ont une influence sur notre santé aient un impact mesurable sur l'espérance de vie, il faut que cet impact soit très important et il faut attendre de nombreuses années, voire des décennies. Pour beaucoup de perturbateurs endocriniens, en plus on suspecte que la fenêtre de sensibilité, c'est la vie intra-utérine. Donc ça veut dire que, et on suspecte dans bien des cas que les effets se manifestent 20, 30, 40 ans après, et dans bien des cas d'ailleurs ce sont des effets qui ne correspondent pas à des maladies mortelles, des malformations congénitales bien souvent ne vont pas entraîner la mort s'il s'agit de malformations des organes reproducteurs, le diabète, le surpoids vont raccourcir un petit peu l'espérance de vie, mais ne vont pas causer un décès très tôt, et il en va de même pour le cancer du sein, qui est bien traité. Donc avant que des perturbateurs endocriniens, avant que des facteurs environnementaux réussissent à modifier profondément l'espérance de vie, il faudrait un effet majeur, et il faut s'appuyer sur des indicateurs sanitaires plus fins, plus sensibles, qui vont réagir plus rapidement aux perturbations de notre environnement. Et ces indicateurs, ça va être notamment un suivi de la survenue des maladies, des cancers ou des troubles métaboliques, des problèmes de fertilité, et pas seulement du décès pour cause de maladie, mais vraiment de la survenue de la maladie. Si on regarde que les décès pour cause de maladie, il y a tous les traitements médicaux qui vont permettre aux gens de survivre en général assez longtemps après la survenue de la maladie, qui perturbent un petit peu le signal. Et donc c'est crucial de s'appuyer soit sur des registres de maladies qui nous donnent l'évolution de l'incidence de cancer, de maladies graves à l'échelle d'une population, ou bien sur des études épidémiologiques qui, par exemple par le biais de suivi de cohortes, vont nous permettre de voir si les gens les plus exposés à une substance ont un risque accru de décès du fait de telle ou telle pathologie.